Badia, directeur de l'Observatoire régional de la santé, et président de l'État à l'infection. Puis j'ai vraiment grand plaisir, grand honneur d'être assis à côté du professeur Guérin, dont la réputation a dépassé largement les frontières, puisque effectivement M. Arnaud est connu, on peut dire aujourd'hui dans le monde entier, grâce à son investissement dans toutes les parties dans lesquelles il met les mains, on va dire comme ça, pour parler simplement. Écoutez, moi je voudrais vous dire que j'ai le plaisir de remplacer donc ce matin le président Michel Vauzel, qui est bien sûr pris par notre obligation. Vous connaissez aujourd'hui la situation politique en France, et il y a des réunions toutes les 5 minutes. Il faut essayer d'être là où on peut, quand on peut. Alors ce matin, on m'a demandé, je suis président de la commission des finances de la région, je m'appelle le docteur Jocelyn Zéclou. Vous pouvez être un petit peu familier, mais je ne suis pas ma spécialité première. En tout cas, j'ai vraiment l'honneur de vous représenter et de vous dire que cette manifestation me semble extrêmement importante. Manifestation de différents horizons, des chercheurs de différents horizons, que nous accueillons donc à l'hôtel de région pour la journée de l'infection Paul, ou plutôt de la Fondation de coopération scientifique Méditerranée Infection. Donc, je voudrais vous assurer du soutien du président Vauzel pour vos manifestations, d'une manière générale pour la santé dans notre région. La tenue en ces lieux de cette manifestation illustre bien la vocation internationale de votre pôle de recherche fondamentale et clinique, et la qualité des travaux scientifiques et de ses chercheurs, enseignants, étudiants, deux dimensions auxquelles notre collectivité reste très attachée. La nouvelle Fondation Méditerranée Infection conduit, en effet, un projet clinique et de recherche d'excellence ambitieux dans le domaine des maladies infectieuses. Son fondateur, le professeur Didier Raoult, que je viens de saluer dans un instant, a su construire et argumenter ces dernières années ce projet qui a été labellisé Institut Hospitalier Universitaire, IHU, au terme d'une sélection très sévère par un jury international. Cette IHU figure ainsi parmi les grands investissements d'avenir décidés par le gouvernement. Et nous ne doutons pas que l'énergie de son fondateur permettra que Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se situent au premier rang dans le domaine de l'infectiologie. L'originalité et la spécificité de Méditerranée Infection réside dans son ouverture. Traditionnellement spécialisée dans la médecine des voyages et l'outre-mer, Marseille, grâce à Méditerranée Infection, se réapproprie cette place particulière en France, et la Fondation s'attache à développer ses activités de formation et de recherche à l'international. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir à l'hôtel de région, vous, jeunes chercheurs étrangers, qui contribuaient de façon exemplaire à participer à la lutte contre ces maladies infectieuses et à leur contagion, et à définir de nouveaux métiers à l'interface entre la microbiologie, les maladies infectieuses, la nutrition, les voyages et le diagnostic des sciences humaines et sociales. En effet, l'une des préoccupations majeures de Méditerranée Infection est de préparer les étudiants en médecine et en sciences à utiliser de nouveaux outils génomiques, protéomiques, bioinformatiques et de nouveaux concepts pour comprendre la complexité des systèmes biologiques. Elle s'attache également à former les étudiants à des métiers tournés vers le sud, en permettant aux étudiants d'acquérir des connaissances nécessaires afin d'exercer au bénéfice des populations des pays tropicaux, des pays en développement ou aux pays dont les ressources sont limitées, des métiers d'encadrement, d'expertise dans le domaine de la santé. Nous vous félicitons et nous sommes très heureux, encore une fois, je le répète, de vous accueillir dans cette enceinte. Nous vous félicitons à plus d'un titre. Le premier d'abord, c'est que nous sommes très attachés et attentifs aux actions qui contribuent au rayonnement international de notre région. Bien entendu, charité publique commence par soi-même. Nous voulons être au centre donc, de l'activité internationale et nous essayons de le faire par tous les moyens possibles. Nous considérons que tout ce qui permet de développer les échanges de culture, d'idées, de connaissances scientifiques est favorable à notre propre développement. La seconde, bien sûr, est que nous sommes également attachés et attentifs au développement des connaissances, en particulier des connaissances scientifiques. L'enseignement supérieur et la recherche constituent pour nous un élément essentiel du développement économique et culturel du territoire, et aussi un élément de notre politique en faveur de la jeunesse. Sans recherche, sans innovation, il ne peut pas y avoir de développement économique. Je crois qu'il faut être conscient de cet élément
Nouveau, parce que c'est vrai que pendant des années et des années, on n'a pas très bien compris ces choses-là. Aujourd'hui, tout passe par l'innovation et par la recherche. C'est pourquoi la région, bien que nous ne disposons pas de compétences légales dans ce secteur, s'est engagée dans une politique volontariste qui se traduit par son engagement très important, d'une part aux côtés de l'État dans le cadre du contrat de projet et d'autre part en dehors du CPER, par son soutien sans faille depuis de nombreuses années aux actions de structuration des activités de recherche et de formation par le biais d'appels à projets annuels. Elle traduit ainsi la région sa conviction que l'enseignement supérieur et la recherche sont les fondamentaux du développement économique, en soutenant également par le biais d'appels à projets annuels des projets construits avec le secteur industriel. Oui, je l'ai dit, mais ils le mettent aussi dans les discours que vous préparez. C'est bien, je l'ai répété, tout le monde l'aura compris. Enfin, elle sait que sans connaissance scientifique, sans analyse, sans données, sans statistiques, sans études prospectives, bref, sans outils, elle ne peut débattre et agir sereinement. Elle ne peut accomplir tout simplement son rôle, c'est-à-dire mettre en place des politiques publiques nécessaires à la vie en société et utiles au bien-être des habitants. Les programmes que vous développez répondent à ce titre à des enjeux majeurs de santé publique, et c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement attachés solidairement à l'ensemble de ces développements. Voilà, maintenant je vais être obligé de vous quitter, malheureusement, comme je vous l'ai dit, on m'a attrapé au vol pour que je vienne ici vous recevoir, je me fais beaucoup de plaisir, d'autant que j'ai rencontré ici des visages connus, encore une fois, Madame Obadia et le professeur Raoult. Je vous souhaite de bons travaux aujourd'hui. Sachez que vous portez l'espoir, bien entendu, des populations que vous représentez, mais également, je crois, de la France du Sud, celle qui est tournée vers les autres, celle qui est tournée notamment vers la Méditerranée et vers l'Afrique. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux. Dominique Éric va vous donner le nom de ceux qui vont faire une présentation pour ceux qui n'ont pas encore vu, parce que ça a été mais en particulier, ceux de ce matin vont rapidement aller voir en régie pour déposer leur clé et se préparer à présenter. Merci des présidents du comité de sélection pour cette journée. Ok, merci Didier. Donc, le jury était composé de Michel Rancourt, Bruno Pradine, Pierre Martin, Nico Klechenaos et Henri Vial. Nous avons reçu 40 abstracts, 30 docs et 10 post-docs. D'une manière générale, le niveau était très bien. On a préféré privilégier les boursiers ayant déjà des résultats et donc déjà avancé dans leur travail de thèse. Donc ça ne veut pas dire que les premières années de thèse n'étaient pas bien, etc. Mais ils auront la possibilité de représenter l'année prochaine. Donc voilà, c'était un choix. Il fallait choisir 10%, enfin 20% des abstracts. C'était un peu ça notre orientation. Alors on a été sélectionnés. Naïma Habibi Azouz, Asnei Afrash, Ilma Marouane, Abdoulaye Bari, Abdesamad El-Katarouani, Mohamed Assi, Alpha Keïta, et pour l'après-midi, Tiflongli, Noureddin Messal, Adélaïde Yegoutsila, Sandrine Tsango et Soupane Potissopo. Les premiers déposent leur clé. Vous avez été 2 minutes pendant les spectacles, je vais faire un petit peu sur le sud. Donc c'est la première fois qu'on est accueilli ici dans l'hôtel régional, et donc je remercie la région, le président Bozel, de nous avoir accueillis ici, et la personnel qui nous aide à monter ça, l'aide que la région apporte à la fondation très régulièrement. Quelques éléments pour vous mettre en phase la partie de Méditerranée Infection qui est dévolue à Infection Pôle Sud. Infection Pôle Sud était la fondation que nous avions avant. Elle a été transformée en Fondation Méditerranée Infection, mais une partie de Méditerranée Infection reste avec la même vocation et le même fonctionnement que l'Infection Pôle Sud, avec nos amis de Montpellier, Nîmes et de Nice. Donc une partie concerne l'excellence à Marseille, une partie concerne la construction d'un bâtiment spécifique, et une partie reprend les fonctions avec le même comité de pilotage et les mêmes objectifs qu'Infection Pôle Sud. C'est pour ça que je vous présente à la fois ce que faisait Infection Pôle Sud et ce que continue Méditerranée Infection. Vous voyez, les thèses continuent, et donc on a refait un appel d'offres cette année
qui a resélectionné l'ITESA et les postdocs. Voilà, pour l'instant, les thèses qui ont été financées, qui commencent à être financées, vous voyez qu'on a fait un total de 55 thèses. Maintenant, c'est des personnes destinées à accueillir des personnes dans des laboratoires ici du littoral méditerranéen, 43 postdocs, 45 Master 2 dans le master que nous co-gérons avec nos amis montpelliérains et niçois ont reçu une bourse de financement. À la demande des médecins, nous avons financé 14 postes internes en année recherche pour pouvoir faire un Master 2. Et nous avons accueilli 5 professeurs invités. Vous voyez qu'au total, pour l'instant, cette fondation a financé 163 personnes. L'essentiel du rôle de cette fondation a été de financer des jeunes qui viennent ici, qui se forment, ou des gens ici qui voulaient lancer dans les maladies infectieuses, dans les premiers stades au niveau du master. La diapositive suivante. Vous voyez qu'un des objectifs majeurs était de nous rapprocher, donc toutes ces thèses et tous les postdocs, pas les masters. Les masters, on favorise l'inscription en maladies infectieuses. Pour les bourses et TESA, postdoc et pour les postdocs, toutes les demandes doivent automatiquement venir de 2 laboratoires de l'infection pôle sud différents. Et nous privilégions à chaque fois que c'est possible les demandes qui sont à cheval sur 2 villes pour renforcer nos liens dans des villes dont les liens n'étaient pas très bons. Il y avait une méfiance entre les uns et les autres, entre Nice et Marseille, entre Montpellier et Marseille. Montpellier et Nice s'en fichaient parce qu'ils sont trop loin. C'est toujours les voisins qu'on déteste, c'est la nature, c'est comme ça. Et donc, il fallait essayer de créer des liens, et on a créé des liens petit à petit, et on voit les liens qui ont été créés ici, vous voyez, dans les bourses de thèse, on a vraiment fait ce qui était notre objectif, on a marié des laboratoires de différents sites. Vous voyez le résultat de ça, et bien, vous voyez les docs et les postdocs, et bien on a mélangé, mis ensemble, en étant très très attentif à cette répartition, et à la répartition des bourses, et à la répartition des bourses à cheval sur les 2 villes, on crée des liens, et je pense que c'est très important. Je crois que c'est pas, tout le respect que j'ai pour les politiques, c'est pas les politiques qui décident que les gens s'entendent, c'est de marcher un moment ensemble qui fait qu'on développe des travaux, et nous, on sait qu'on développe beaucoup de travaux. Moi, j'ai fait l'admiratif du travail de développement, c'est grâce à l'infection pôle sud qu'on travaille en réalité. De 3 ou 4 thèses qu'on a fait ensemble, maintenant on a envie de travailler ensemble, voilà, ça marche. Et donc il y a un lien très fort qui s'est fait, il y en a plusieurs autres qui se sont faits, et moi voilà un des trucs dont j'ai trouvé que ça marchait bien. Diapositive suivante. Vous voyez, ça c'est les boursiers d'origine, d'où vous venez, d'où on prend les boursiers et les postdocs. Vous voyez que le russe, c'était parce que c'était pas un chercheur, c'était un professeur associé. C'est pour ça qu'il est à une latitude qui est au-dessus de la latitude dans laquelle nous sommes. Et vous voyez qu'il y a encore une très grosse demande d'Inde, beaucoup d'Afrique, surreprésentation qui représente l'Afrique et le Moyen-Orient, qui représente les voies traditionnelles de notre littoral. Le littoral accueille ce qui vient du sud de la Méditerranée. C'est notre nature, et les natures géographiques sont celles qui sont les moins réduites. Il ne faut pas échapper à la géographie. Ensuite, voilà, c'est les candidatures, vous voyez. Donc, chaque année, on fait un appel d'offres international, on reçoit des centaines et des centaines de candidatures, et ensuite, on trie, chacun de vous trie les chercheurs que vous voulez avoir. Et de temps en temps, il se fait jour une nouvelle tendance avec laquelle je ne suis pas en désaccord, qui est de dire, écoutez, on a un bon candidat, mais on a besoin de l'upgrader en Master 2, donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le prenne en Master 2 d'abord, avant éventuellement de demander une bourse pour lui. Et donc, vous savez, je suis très attentif au fait qu'on ne recycle pas des gens qui ont fait des étrangers qui ont fait toutes leurs études en France et qui veulent faire leur thèse ici. Et en revanche, ils ont fait leur Master 2 ici, ça ne nous gêne pas. C'est pas gênant. On peut dire Master 2 est une première étape, parce qu'il y a un gap de temps en temps de formation, et si les gens sont là depuis leur licence, ça n'est pas raisonnable. C'est fait pour attirer les gens, c'est pas fait pour pérenniser les gens dans des laboratoires qui n'ont pas réussi à trouver d'autres financements. C'est comme ça. C'est pas la nature de la fondation, elle a une fonction subsidiaire, et cette subsidiarité, on doit la conserver absolument sous peine de perdre la nature. Et je peux vous dire que j'ai refusé ça récemment à mes proches collaborateurs dans mon propre laboratoire. Je ne peux pas faire ça. Parce que ça s'est failli à la fonction que nous nous sommes donnée. Ensuite, voilà. Et donc,
ça se traduit par le fait qu'on fait des tâches. Donc ça, c'est le résultat tangible des publications qui existent, qui sont faites grâce à Infection Pulsule, en commun entre les uns et les autres, et qui montrent que nous travaillons ensemble. C'était un des objectifs. Bien entendu, je ne sais pas bien comment ça se passe dans ville, ça se passe aussi très bien à Marseille. On a créé des liens entre les différents laboratoires à Marseille. Je pense surtout à 2 ou 3, mais il y a vraiment une dynamique commune qui s'est faite. Et s'ils sont devenus partenaires dans l'IHU, c'est parce que l'Infection Pulsule avait payé des thèses à cheval sur 2 services marseillais qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Plusieurs services marseillais qui ne travaillaient pas ensemble jusque-là, ils ont été d'accord pour faire l'IHU ensemble parce qu'ils se connaissaient et commençaient à travailler ensemble. Donc c'est un rôle structurant, ces thèses et ces financements essentiels, et l'affectation de ces moyens est essentiellement basée sur le fait que on fait confiance aux chercheurs qui font partie de l'IHU sur leur sujet. Ça fait l'objet de beaucoup de débats pour se soutenir au départ. Je ne veux pas juger du projet de recherche, il faut qu'on fait confiance aux chercheurs et on utilise ces bourses pour faire quelque chose de structurant, et la bourse appartient aux responsables de laboratoire et il met le temps qu'il faut pour trouver l'aide en envoyant des candidats, pour trouver le candidat qui correspond aux normes qui nous sont données dans l'exploration des avantages à la suite. Les évaluations sont plus tard dans la voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et donc on commence cette journée, qui est la 2e journée, sur laquelle vous savez à la dernière minute qui parlera, comme ça tout le monde a un poster, tout le monde prépare sa présentation. C'est bon que vous ayez préparé votre présentation, même si vous ne la présentez pas aujourd'hui. Et à la fin, il y aura des prix, et donc dans les prix, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont tristes, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc on vous écoute maintenant.